Aujourd'hui, effectivement, l'aspect pécuniaire notamment, les attraits du football à travers l'argent et la réussite, aujourd'hui, provoquent des comportements extrêmement excessifs. Certains vivent le football sous les projecteurs, d'autres le construisent dans l'ombre. Mon invité du jour a été joueur, entraîneur, puis a consacré plus de 20 ans à la formation au plus haut niveau, au TFC, avant de revenir au club de ses débuts, l'AS Muret. Aujourd'hui, il occupe le poste de manager avec la mission de faire grandir ce club historique de la région toulousaine. Bonjour à toutes et à tous, je suis Lagib, vous êtes sur Radio Axe Sud dans La Passe D, l'émission où je fais la passe décisive à des acteurs du sport et de la santé. Aujourd'hui, ma passe est pour Pascal Sampé. Bonjour Pascal, merci d'être là. Bonjour à tous. Mais avant d'aller plus loin dans la vidéo, tu peux déjà la liker, la partager autour de toi et t'abonner à la chaîne YouTube. Et sur ce, bonne vidéo. Alors avant qu'on entre dans le détail, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs pour qu'ils vous connaissent un peu plus? Ouais, mais j'ai commencé comme joueur à l'AS Muret en 83, et j'ai joué pendant plus de 10 ans jusqu'à la 3e division. Ensuite, j'ai basculé comme entraîneur de l'équipe réserve dans un premier temps, qui était en division d'honneur à l'époque. Et puis l'équipe première, la CFA, pour finir manager général du club. Voilà, et puis après une longue parenthèse au TFC, puisque à partir de 2004, je me suis retrouvé au centre de formation du TFC, où là, pendant 20 ans, j'ai pu œuvrer de la CFA, l'équipe 2, pendant 4 ans, les 15 ans aussi pendant 4 ans, et aussi toute la direction de l'académie, qui était la formation de base des jeunes Toulousains entre 6 et 13 ans. Voilà, c'est un poste que j'ai occupé durant 15 ans, où j'ai pu voir beaucoup de générations se développer. Voilà, et puis enfin un retour à l'AS Muret, mon club de cœur aussi, parce que j'y avais passé 21 années, et voilà, avec le président Baron Kelly, l'idée de relancer le club et d'utiliser un petit peu toutes les ressources que nous pouvons avoir au niveau du club pour pouvoir remettre en place un projet de formation, servant bien sûr de mon expérience dans le milieu amateur, mais aussi professionnel, et avec toute une équipe d'éducateurs. Nous œuvrons au quotidien pour redonner à Muret son lustre d'antan. Parfait, alors on va revenir sur un peu tout ce que vous avez dit au fur et à mesure de l'émission. Pour commencer, question très simple, mais comment est-ce que vous êtes tombé dans le football? Est-ce que c'était une évidence dès le départ quand vous étiez petit ou c'est venu plus tard? Alors j'ai été footballeur petit, donc moi je suis issu du quartier du Mirail, donc on joue au football tous les jours, et j'étais au club aussi à l'AS Toulouse Mirail. Et puis j'ai fait une petite coupure parce que maladie de croissance, l'école, les études, j'ai coupé un petit peu, j'ai changé de sport, je suis allé un petit peu au tennis, mais j'ai continué le sport scolaire. Et c'est à l'issue d'un match scolaire contre le sport-études du lycée polyvalent que monsieur Gérard Rabier, qui était aussi l'entraîneur de l'AS Muret, m'a recruté, m'a contacté pour venir jouer au sein du club. Et c'est pour ça que j'ai franchi, voilà, je suis revenu au football à Muret en fait à 18 ans. À 18 ans, et donc vous êtes entré directement en senior. Oui, j'ai fait quelques matchs en junior et puis j'ai de suite attaqué à l'équipe senior 1 ou 2 mois après. Combien de temps vous avez joué au football? Alors, ma carrière senior a duré de 83 à 93. Et puis après, j'ai arrêté pour vraiment me consacrer à l'entraînement, parce que j'étais entraîneur-joueur de l'équipe 2 les 2 premières années. Mais c'était un petit peu dur en division d'honneur de faire les deux fonctions. Et j'ai préféré basculer directement sur l'entraînement à partir de 93. Et à partir de là, à 28 ans, j'ai vraiment arrêté ma carrière et je me suis lancé dans une voie d'entraîneur. Vous gardez quel souvenir de votre période de joueur? Un moment marquant peut-être? Un moment très marquant, ma carrière de joueur à Muret, elle a été remarquable dans le sens où j'ai beaucoup appris, et notamment au contact de M. Rabier, qu'on vient d'évoquer, qui était quelqu'un de très en avance sur son temps au niveau du jeu et des principes de jeu. Il nous a permis d'évoluer avec notamment le travail de la défense de zone, qui était très nouveau à l'époque, et un jeu, je dirais, de qualité, avec beaucoup de mouvements, beaucoup de jeux combinés. Et c'était un vrai plaisir d'évoluer dans ce football-là. Et je pense que c'est grâce à lui, grâce à leurs orientations qu'il a données dans le jeu à l'AS Muret, que j'ai eu envie aussi de le transmettre après et d'entraîner. Voilà. Donc c'était beaucoup de plaisir. Et après, ça a été le plaisir de transmettre. Avant de passer à votre poste d'entraîneur, juste une petite question par curiosité, vous étiez quel poste? Moi, je jouais latéral ou piston, à droite ou à gauche, ça dépendait. Comme vous aviez dit, donc à 28 ans, après 10 ans de carrière en tant que joueur, vous avez pris la réserve dans un premier temps. Et après, vous avez donc pris la relève du regretté Gérard Rabier à la fin des années 90, en 98, si je ne m'abuse, donc au Ouais, club de Muret. c'est ça. Et comment s'est passé pour vous cette transition de joueur, puis entraîneur de la réserve, puis entraîneur principal? Alors ça a été un peu une suite logique parce que bon, finalement j'avais fait 7 ans avec la réserve, 2 ans comme entraîneur-joueur et 5 ans comme entraîneur. J'étais donc l'adjoint de Gérard aussi au quotidien.
Et on travaillait de la même façon, avec les mêmes principes, puisque l'idée c'était de former des joueurs pour l'équipe première. Et l'idée de prendre la succession, finalement, pour moi, ça s'est fait assez naturellement. J'avais passé mes diplômes depuis quelques années et c'est mon club de cœur, Muret. Et donc, franchir ce cap de prendre l'équipe première était plutôt une suite logique. Et finalement, ça s'est bien passé, puisque bon, on a réussi à remonter la première année, à se restabiliser un petit peu en CFA. Et il y a eu trois belles années, en tous les cas, ou 4 belles années, même à la tête de l'équipe première. Voilà, et puis c'est vrai que même si après les difficultés financières ont un peu ralenti la marche du club, il y avait cette filière de formation qu'on avait instaurée aussi à l'époque, qui était intéressante, puisque beaucoup de jeunes passaient par l'équipe 2, arrivaient à jouer en CFA en équipe première. C'était une vraie réussite. Entre parenthèses, je ferai une petite parenthèse, un petit centre de formation avait été créé à l'époque avec M. Alain Soucas, qui était le papa de Jean-François Soucas, l'ancien directeur général du TFC, qui menait ce centre de formation et dont est sorti certains joueurs pros comme Fabien Audard, Cédric Fauré. Voilà. Et ces générations-là ont permis à Muret de jouer en CFA quand j'entraînais et de montrer qu'il était possible d'avoir un vrai modèle de formation dans un club amateur. Voilà, en s'appuyant sur des sports-études, en s'appuyant sur un centre de formation à notre échelle, de pouvoir jouer aussi avec des joueurs formés au club, avec un projet de jeu issu du club et issu un peu de la philosophie Gérard Rabier. Pour celles et ceux qui ne sauraient pas, CFA c'est l'ancêtre de la Nationale 1, donc la 3e division française. Vous êtes resté combien de temps en CFA pendant que vous étiez entraîneur ? Alors, les 4 années, on a été en CFA. Première année en CFA2, donc l'équivalent du N3 aujourd'hui, du CN3, et on est monté en CFA et on est resté 3 ans. Avant de redescendre à l'issue de la dernière année, en CFA2, c'est là où j'ai fait moi une petite pause. Descente assez logique, puisqu'on avait perdu nos 4-5 meilleurs joueurs, on ne pouvait plus recruter parce que financièrement c'était un peu compliqué. Donc c'est une descente un petit peu logique, mais je pense que le club aurait quand même pu faire perdurer le modèle et se maintenir au niveau au moins CFA2, CN3. Je pense que c'est un niveau dans lequel Muret doit pouvoir Muret se à sa retrouver. place. Complètement. Bah, c'est vrai que vu que vous expliquez le projet de formation et toute cette dynamique de transmission qu'il y a au sein du club, c'est vrai que c'est un peu étonnant quand vous me parlez de problèmes de budget. Parce que d'habitude, ce genre de modèles-là, qui sont du coup basés sur la formation, c'est un peu des modèles assez économes, au final on dépense moins. Comment ça se fait quand, du coup, début des années 2000, Muret ait ces difficultés financières-là dont vous parlez ? Ouais, je pense que c'est un problème essentiellement dû à une organisation un peu en interne où on avait du mal à aller chercher des ressources extérieures. On avait la mairie qui nous a toujours soutenus, mais les ressources extérieures, les sponsors manquaient, on n'était pas forcément très bien organisé à ce niveau-là. Et à un moment donné, le déséquilibre s'est créé parce que le championnat national quand même demande certains déplacements. On s'entraîne beaucoup, on se déplace pas mal. Donc il y a certains budgets quand même. Certains budgets quand même pour pouvoir aussi dédommager un minimum les joueurs. Et là, c'était plus possible. On a passé plusieurs mois où il n'y avait plus de possibilités parce que les entrées étaient insuffisantes par rapport au niveau de dépenses. Je pense que c'est un problème forcément d'organisation, mais aussi de RH. Dans un club amateur, on le voit aujourd'hui aussi à notre niveau, il est difficile de pouvoir arriver à mobiliser des gens qui donnent du temps et qui permettent le développement du club. C'est un peu ce qui a manqué à cette époque-là aussi. Oui, c'est vrai que trouver des bénévoles, c'est toujours été compliqué. Je pense que ça le sera toujours dans n'importe quelle association, quelle qu'elle soit. Complètement. Alors, vous avez rejoint donc le TFC en 2004. Qu'est-ce qui vous a amené là-bas, tout simplement ? Comment avez-vous atterri au TFC ? À l'époque, j'étais professeur de PS en même temps que j'étais manager de l'AS Muret, puisque j'étais manager à l'époque avec Éric Carrière qui avait repris la présidence notamment, pour sauver le club dont on vient de parler, des problématiques financières du club. Et tout simplement, j'ai reçu un soir, en sortant de mon établissement, un coup de fil d'Éric Mombert, qui me demandait un rendez-vous express pour le lendemain, parce qu'il avait un projet à me proposer. Et voilà, donc je me suis rendu à ce rendez-vous. Il y avait Éric Mombert et Alain Casanova, qui était à l'époque son adjoint. Et ils m'ont demandé de prendre l'équipe 2, donc la CFA, et de me mettre à la disposition des pros. Donc ils m'ont demandé de rentrer dans le cadre d'adjoint professionnel détaché à la CFA. Voilà, il m'a donné 2 jours pour réfléchir. C'était le week-end de Pentecôte. J'en ai pris un 3e. J'ai demandé jusqu'au lundi soir. Parce que c'était un bouleversement pour moi de quitter Muret déjà, de quitter mon travail, etc., de changer d'orientation. Et puis après avoir échangé avec le club, avec Eric à l'époque et Carrière, avec Philippe Tranzer qui était revenu président, tout le monde
m'a orienté, m'a dit qu'il fallait que je tente l'aventure aussi, et puis je me suis décidé à... C'est l'opportunité d'une vie, quelque part. C'était une opportunité que je n'avais pas imaginée, mais qui s'est présentée là, et bon, finalement, j'ai dit, allez, même si je savais la précarité, je connaissais la précarité du milieu, voilà, mais j'ai décidé de tenter, et bon, honnêtement, je ne l'ai pas regretté après. Quelque part, ça devait être aussi une sorte de reconnaissance par vos pairs de votre travail au sein de la formation de Murten. Le fait d'être contacté par le club professionnel de la région. Oui, oui, surtout qu'Eric, en fait, il avait beaucoup apprécié les oppositions qu'on avait fait l'un contre l'autre, les échanges qu'on avait eus entre Muret, parce qu'on jouait Muret et lui, il avait les réserves à l'époque du TFC, donc au départ, on se rencontrait souvent, il avait bien apprécié tout ça, donc du coup, c'était pour moi, oui, une forme de reconnaissance que quelqu'un comme Eric Bombers, qui est quelqu'un de très compétent, puisse me demander de venir au Toulouse Football Club. Après, voilà, après, bon, il fallait... s'intégrer dans ce milieu-là, il fallait aussi faire ses preuves. Voilà, c'est un milieu qui est très exigeant, mais en même temps très riche, très intéressant, et qui m'a permis de me nourrir et de me développer pendant toutes ces années, et d'apprendre beaucoup au contact des autres éducateurs que j'ai rencontrés, parce que j'ai eu la chance de rencontrer de très très bons éducateurs, de très bonnes personnes, mais aussi avec des joueurs, parce qu'on apprend aussi des joueurs, on apprend de tout le monde. Et pour moi, ça a été un vrai enrichissement, ces 19 années passées au club. Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel était votre rôle du coup au sein du staff dans le centre de formation? Alors, les 4 premières années, du moins les 2 premières, j'étais adjoint des pros, donc Eric souhaitait que je sois un maximum avec les pros, donc je faisais quelques séances avec les pros. J'ai entraîné le groupe de la CFA, donc dont certains sont devenus pros, comme Daniel Congré, Cheikh Mbeng, Etienne Capou, Sissoko, tout cela, je les ai eus à cette époque-là. Et donc j'étais dans ce rôle d'adjoint des pros, et après quand Eli Bop est arrivé, on a passé 2 ans, là j'étais détaché sur le centre de formation, et je m'occupais toujours de la CFA. Donc là mon rôle c'était de permettre aux meilleurs joueurs de la CFA de devenir pro, donc ça a été des réussites pour Congré, pour Xavier Pentecôte, pour la victoire de la Gambardella aussi à cette époque-là, qui a été une vraie réussite. Et puis les Etienne Capou, les Sissoko, les Tabanou, Cheikh Mbeng qui ont fait des beaux parcours. Et voilà, donc ça a été 4 années très riches par rapport à la CFA. Voilà, et puis après, j'ai basculé sur un rôle qui a été plutôt d'aller vers la formation et de m'occuper de la base. Donc là, le challenge a été hyper intéressant, puisque avec Jean-François Soucas, Rémi Lauré, on a décidé d'essayer de sortir des Toulousains, puisque la grosse problématique, c'est qu'on sortait très peu de joueurs toulousains. Dans mon groupe de CFA de l'époque, je devais avoir 2 Toulousains qui sortaient de l'école de foot. Tous les autres, c'était les Marseillais, les Parisiens. Oui, ils venaient d'autre part et intégraient le centre de formation du TFC. Exactement. Donc c'était des joueurs qui n'étaient pas du cru. Et notre idée, ça a été de se dire, bon, moi je venais de Muret, je savais qu'il y avait des bons joueurs dans le coin, je savais qu'en travaillant tôt avec ces joueurs-là, on pouvait peut-être faire quelque chose. Et notre challenge, ça a été d'essayer de sortir des joueurs de notre académie, chez les petits. Et ça a été la grosse réussite. Ça a pris du temps. Hein, oui, évidemment, c'est des projets qui prennent du temps. Les premiers, ça a été Issa Diop, Clément Michelin. Oui, c'est déjà plus récent. Quentin Boisgard, tout ça, qui sont sortis pro. Mais tout le travail de fond qui a été fait chez l'académie, chez les petits, permet aujourd'hui, par exemple, de constater qu'en équipe de France Espoir aujourd'hui, nous avons 4 joueurs toulousains, 4 joueurs de l'académie. Christian Maouissa, qui est arrivé à 11 ans. Noël Jouma, qui est arrivé à 8 ans. Métalli. Dayan Métalli, qui est arrivé, impressionnant cette saison. Qui est arrivé à 7 ans. Et Guillaume Rest, qui est arrivé à 6 ans. Guillaume Rest, évidemment. Voilà, ces 4 joueurs-là sont en équipe de France Espoir et sont arrivés à Toulouse entre 6 et 10 ans. Voilà, donc ça a été un beau challenge, et c'est vrai que c'est un vrai travail de fond. Et bon, je pense que ce qui est intéressant dans le football, c'est aussi ça. C'est d'arriver à mettre en place un vrai travail de fond. Et on montre aujourd'hui qu'on sort des joueurs toulousains, et qu'avec un vrai travail de fond, que ce soit dans un club amateur, c'est ce qu'on aimerait faire à l'AS Muret aujourd'hui, ou dans un club professionnel, en travaillant bien et en travaillant à la base, on peut former des joueurs et on peut sortir des joueurs. Comment se déroule la vie dans un centre de formation professionnelle avec les jeunes? Quelle est la journée type d'un formateur comme vous avez pu l'être? Alors, la journée type, c'est... Alors, tout dépend quand c'est qu'on s'entraîne, mais quand on s'entraîne le matin, on a déjà préparé la séance la veille, tout est prêt, on arrive le matin à 7h, 7h30 au bureau, la séance est à 9h30, 10h. Et là, la séance se déroule, et les jeunes, après la séance, doivent repartir sur leurs études, puisqu'ils sont au lycée l'après-midi, donc ils partaient au lycée l'après-midi, et ils revenaient en fin d'après-midi, où là, il pouvait y avoir une deuxième séance de programmée, après les cours. C'était surtout le cas le mardi et le jeudi, quand j'y étais. Et voilà, ce qui fait des semaines très chargées, puisque c'est des semaines à 7, 8 entraînements,
pour un groupe CFA par exemple, mais même pour les plus jeunes, les 17, s'entraînent 6-7 fois, et voilà, avec ce rythme, une demi-journée consacrée à l'école, au lycée, et l'autre demi-journée au football, mais avec des fois un aménagement d'une deuxième séance en fin de journée. Donc de gros rythmes, avec beaucoup d'exigences, et franchement, le centre de formation, c'est quelque chose de compliqué pour les jeunes, parce que ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'exigences entre les devoirs, l'exigence sur le terrain qu'il faut avoir aussi avec eux, et la compétition le week-end où ils sont aussi évalués pour Ça doit être particulier pour un jeune de cet âge-là. Je pense à ceux qui ont, allez, on va dire 15, 16, 17 ans, qui cumulent du coup à la fois la partie scolaire qui n'est pas négligée, parce qu'il me semble avoir entendu que si un joueur, par exemple, avait des très mauvaises notes à l'école, il pouvait ne pas être retenu en centre de formation. Donc ça va être très compliqué pour un jeune de cet âge-là d'arriver à cumuler la partie semi-pro, développement professionnel avec le football, et la partie scolaire. Est-ce que c'est selon vous un des plus gros challenges entre guillemets dans la formation d'un jeune homme en foot? Oui, c'est un challenge toujours compliqué, parce qu'ils ont peu de temps pour étudier, beaucoup de temps sur le terrain, comme je disais, beaucoup d'exigences. Les séances d'entraînement, c'est pas récréatif, il faut s'investir, il faut bosser, il faut se développer. Donc il y a cette partie-là, et puis la partie scolaire, bon, ils doivent assumer les cours, mais aussi travailler aussi, ils ont un travail personnel à fournir. Donc ils ont une organisation, avec des horaires, ils mangent assez tôt, ils ont une étude surveillée le soir après voilà, pour tous ceux qui sont internes, les autres rentrant chez eux. Donc ils ont une organisation, mais qu'il faut tenir, et c'est quand même extrêmement exigeant au niveau en termes de fatigue. Après, les résultats étaient quand même plutôt bon, puisqu'on avait quand même beaucoup de joueurs qui sortaient de là avec un bac ou un bac professionnel. Très peu échoués. On arrivait quand même à amener un maximum de garçons vers au moins le bac ou le bac professionnel. Oui, donc c'est comme je disais, c'est pas que le foot. Il y a quand même l'aspect scolaire qui est très important. Non, c'est très important. Le double projet dans ce centre de formation est très important, et je dirais même le triple projet, éducatif, scolaire, sportif. Je pense que ce qui est important dans un centre, c'est, si on veut réussir dans le football, il faut des attitudes. J'ai eu beaucoup de joueurs très doués, que ce soit chez les petits ou au centre, qui sont passés à travers parce que les attitudes n'étaient pas là. S'il n'y a pas les savoir-être, s'il n'y a pas les bons comportements, il ne peut pas y avoir un bon ancrage au niveau de la progression du joueur. Mais ça se voit même chez certains pros, excusez-moi, ça se voit encore aujourd'hui. Bien sûr. En parlant de pros, donc Fabien Barthez, Dominique Ribagé, Moussa Sissoko, comme on a parlé, ou même plus récemment, je pense à Manu Koné, Amin Adli, Bafodé Diakité, ou comme on l'a dit, Guillaume Rest. Tous ces joueurs-là, je peux en citer plein d'autres. C'est le TEF qui les a formés. Alors certains venaient de Toulouse même, d'autres non. Et le TEF est aujourd'hui un des plus grands clubs formateurs en Europe. Dans le classement des 5 grands championnats, c'est le 14e club pourvoyeur de talent en termes de nombre. Quel est le secret de cette réussite selon vous ? Alors pour moi, le secret, déjà, c'est lié au fait qu'il y a toujours eu au TFC un projet de jeu avec des principes de jeu et une volonté de décliner ça. C'est parti d'Éric Bombers au départ, qui le déclinait au centre de formation. Après, quand je suis passé à l'académie, on a mis un projet de jeu chez les tout-petits qui était en adéquation avec ce qui se faisait en centre de préfo et en centre de formation. Voilà, donc il y a toujours eu un lien avec déjà le projet de jeu. Après, on a eu une idée, c'est de réfléchir à comment on pouvait développer les joueurs par rapport à l'âge. Donc on a essayé de vraiment mettre en place un vrai suivi sur, comme à l'école un peu, les acquis qu'il faut avoir à tel moment, à tel niveau, à tel temps de passage. Et il y a eu toujours un vrai travail d'équipe par rapport à ça. Moi, les 15 ans que j'ai passé à l'académie, on était main dans la main avec la préfo, avec la formation, on était en réunion tout le temps. Voilà. On travaillait vraiment de la base jusqu'en haut. Pour moi, ça a été important. Moi, je participais aussi au recrutement des joueurs extérieurs. Voilà, on essayait de comparer les joueurs extérieurs avec nos joueurs pour pas prendre de joueurs, pour pas se tromper dans le recrutement, vraiment cibler avec ce qu'on avait et ce qu'on allait chercher à l'extérieur. Donc il y a eu une vraie réflexion d'équipe, une vraie réflexion globale, qui je pense perdure encore aujourd'hui dans le projet actuel, et qui a fait que finalement on a réussi à sortir et à amener beaucoup de joueurs vers le bon niveau. Après, je pense que le fait d'avoir, aujourd'hui, je crois que j'en discutais l'autre fois avec les responsables du TFC, on a pratiquement 50% de joueurs aujourd'hui au centre de formation qui sont de l'académie. Donc il arrive des petits qui sont des Toulousains. C'est extrêmement rare. C'est-à-dire Lyon va être à 20-30, ils sont dans les plus gros clubs. Ils arrivent souvent après, dans les 15-16 ans. Oui, c'est ça. Souvent ils arrivent un petit peu. Mais eux, ils ont déjà 20-30%, mais 50% c'est énorme. Et le fait d'avoir une base toulousaine,
Ce sont quand même des gens qui sont ancrés dans le club depuis un moment, qu'on a déjà trié sur le volet, on connaît leurs caractéristiques, on connaît leur environnement, Vous les avez on vus connaît évoluer. leur niveau. Voilà. Et donc, on se trompe aussi moins dans les joueurs qu'on amène au centre. Pour pas trahir de secret, des fois ça a été un petit peu compliqué avec certaines générations de Parisiens, notamment quand il y en a eu beaucoup en même temps, dans les générations 94, tout ça, c'était compliqué parce que c'est pas facile quand on a une meute qui arrive un peu de Ouais. Paris avec des coutumes et des us un peu différents. L'intégration se fait un peu plus difficilement et il y a eu des périodes où c'était un peu plus compliqué. Et d'ailleurs, c'est des périodes où on a sorti moins de joueurs. Les années 96, 95, 94, 93, on a sorti moins de joueurs que ce qu'on a sorti après. Voilà. Donc je pense que tout ça, c'est un vrai travail de fond qui perdure. Et je pense que M. Delettré, qui a le centre de formation aujourd'hui, est aussi dans cette optique-là. Et voilà, Continue ce travail-là que vous aviez perpétue mis en place. le fonctionnement. Alors après 20 ans au sein de ce club professionnel, vous décidez en 2023 de revenir au football local, à vos premiers amours à l'AS Muret, avec un nouveau président, Monsieur Baron Kelly, et donc du coup un nouveau projet. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce choix? Alors c'est un vrai choix du cœur de revenir à l'AS Muret. Au départ, pour pas trahir de secret, on s'est vu pour que je puisse donner un coup de main sur le fait de monter un nouveau projet. Donc au président, c'était un peu cette idée de l'aider. Et puis finalement, après plusieurs discussions de fond, il m'a tendu la perche. Et bon, moi à ce moment-là, j'étais au TFC, j'étais un contrat à durée indéterminée, j'étais sur un statut plutôt stable. Et puis, j'ai senti vraiment le besoin. J'ai senti vraiment le président qui venait découvrir un peu tous les problèmes financiers du club, la capacité de remonter un projet au niveau sportif, aller tout reprendre à zéro. J'ai senti qu'il y avait un vrai besoin et bon, j'étais très attaché à l'AS Muret. Serge, on partage avec Serge Baron Kelly l'amour du club. Il a été formé au club, il a fait toutes ses classes au club, il aime le club. Et moi, je suis un amoureux aussi de l'AS Muret. Et je me suis dit que c'était le moment. Voilà. À ce moment-là, ma femme souffrait aussi de problématiques un peu de santé. Donc, j'étais pas souvent là parce qu'à Toulouse, c'est toujours très prenant aussi. Et le fait qu'il y ait cette demande du club a fait que je me suis décidé dans la journée. C'était sur une Ah oui, journée c'était rapide. très rapide. J'en ai parlé à la maison le soir et j'ai décidé de revenir. Donc, c'était en mars et j'ai prévenu le club début avril. J'ai appelé le président, j'ai appelé tout le monde en disant que j'allais me retirer, que j'allais trouver un remplaçant, que les choses allaient être calées, qu'il n'y aurait pas de soucis, que voilà, tout continuerait, mais que moi j'allais prendre ce virage de me retirer. Et honnêtement, je pense que c'est vraiment un choix affectif, lié au fait que l'AS Muret pour moi représente beaucoup. Mes années à Muret ont été extraordinaires, l'héritage que m'a laissé Gérard Rabier, quelque chose d'important, que les anciens aussi portent, comme moi. Et il fallait que je puisse être porteur de ce projet. Et aujourd'hui, je suis content parce que ça avance. Même si on a toujours des difficultés, on a besoin de partenaires qui viennent nous aider, on a besoin de maximum de soutien, on en a. Mais on aura besoin d'être soutenu. Mais le projet de formation est parti et toutes les idées qu'on a pu mettre en place au club, au TFC, j'ai essayé de garder les bonnes avec mes collaborateurs. Et on est en train de travailler. Et je pense qu'on a de belles années qui peuvent se préparer si on arrive à travailler dans la continuité. C'est quoi votre rôle aujourd'hui dans le club du coup? Alors mon rôle, c'est un rôle de manager, donc je travaille aussi bien sûr à la structuration du club à tous les niveaux, donc je suis aussi dans les échanges autour bien sûr de tout ce qui va être économique et direction générale du club. Mais après, j'essaie de me focaliser sur ce que je connais bien aussi, c'est-à-dire le projet de formation. Voilà, donc essayer de suivre un peu la formation des petits, donc de l'académie, des tout petits, puisque je connais un peu le domaine, jusqu'aux seniors, et de mettre en place une identité de jeu, parce que si on veut avoir une vraie identité au club, il faut qu'on ait une identité de jeu, mais cette identité de jeu, on veut la développer dès les petits aussi, en faisant passer un maximum de principes, et ça demande un suivi au quotidien. Avec, comme vous disiez avec le TEF, c'est travail de fond. Travail de fond. Donc là, c'est beaucoup d'échanges avec les éducateurs. Encore j'en viens, là, j'étais en train de travailler avec certains éducateurs entre midi et 2. Ils passent au club. On a un siège où beaucoup de monde passe. On échange beaucoup sur le contenu. J'ai 2 rendez-vous ce soir encore. Et voilà, on essaie de travailler en équipe pour arriver à remettre au centre du jour la formation du joueur et pouvoir permettre petit à petit à nos catégories de jeunes d'aller chercher le meilleur niveau. Parce que l'idée, c'est de sortir des joueurs, mais c'est aussi de se stabiliser un jour sur les championnats nationaux, mais avec des joueurs formés ici. Parce que là, les seniors masculins sont en R1, donc c'est en dessous de la nationale, c'est 6e, 7e division française. Donc vos ambitions, c'est de remonter, je suppose, en national.
peut-être National 2, National 3. Et donc, vu comment vous m'en parlez, ce serait basé tout sur la formation. C'est-à-dire, des plus petits, comme vous avez dit, l'identité de jeu, que de la formation découle cette montée en national. Ouais, l'idée c'est de monter en National 3 déjà, pour pouvoir s'y stabiliser, mais s'y stabiliser avec une formation locale. Bien sûr, on fera un petit peu de recrutement, toujours un petit peu local aussi, mais l'idée c'est d'avoir 80% de nos joueurs formés à l'AS Muret, passer par les catégories de jeunes, et de se stabiliser avec ces idées-là. Et après, effectivement, de continuer à voir où est-ce qu'on peut aller, sur quel niveau on pourra aller. Mais déjà, le club n'a pas été stable en National 3 depuis longtemps. Et montrer qu'on est capable de le faire avec nos propres joueurs, ben, je pense que c'est le premier challenge. Aujourd'hui, on montre que, voilà, déjà, avec peu de recul et 3 ans de recul, 2 ans et demi, on se rend compte que ça fonctionne plutôt bien. Je pense qu'autour de ça, il y a aussi tout ce qui est savoir-être et tout ce qui est état d'esprit qui est à développer. Je pense que Muret a aussi été un club réputé pour ça, sa capacité à défendre des valeurs. Et je pense que voilà, à l'avenir, il sera aussi important de défendre ces valeurs-là dans le cadre de l'ASM. Pour justement avoir, je dirais, ce que peut-être il faut aller chercher pour aller chercher le haut niveau, c'est-à-dire aussi un supplément d'âme. Voilà, à travers des gens formés au club avec une vraie identité. Une vraie identité de club, des vraies valeurs. L'amour du maillot, comme on peut le dire un peu vulgairement. Bien sûr. Qui s'est perdu et qu'on peut développer, mais effectivement, pour le développer, il faut une politique de fond. Parce qu'il y a une histoire très forte à Muret. Le club est créé en 1903, il a 122 ans. C'est un des plus vieux, il me semble, de la région. Alors, on a fait des recherches pour les 120 ans. En Occitanie, on n'a pas trouvé plus vieux. Caser est comme nous, 1903. Et après, on n'a pas trouvé plus vieux, donc on se considère comme le plus vieux club d'Occitanie. Voilà. Donc le plus vieux club d'Occitanie, égalité avec Caser. Toute cette histoire dont on a évoqué, il y a eu des 32e de finale de France contre Monaco, 2 fois, le passage en CFA. Donc même quand vous entendez parler de Muret, on sent que ce club représente quelque chose de fort pour vous et qu'il y a cette identité dont on parle. Est-ce que vis-à-vis de ça, vous ressentez une certaine pression quant aux résultats ? Alors, on a toujours une pression de résultats, mais je dirais que aujourd'hui, il faut qu'on arrive à stabiliser nos équipes. Donc on n'est pas dans une pression de résultats pour de suite monter. L'idée c'est de construire l'équipe sur 2-3 ans. Le N3, on veut aller le chercher sur 2-3 ans si on peut, à condition de bien former, de bien travailler. Mais je pense que cette pression de résultats, elle viendra peut-être avec dans les années futures. Néanmoins, quand on est costaud sur le contenu, quand on est sûr de ce qu'on veut mettre en place, on doit être capable de passer au-dessus de cette pression de résultats et de rester sur un contenu et sur une efficacité. Parce qu'après, le haut niveau, le bon niveau, c'est être efficace. Nous, aujourd'hui, on a une équipe jeune, très jeune. On a beaucoup de jeunes qui poussent aussi en équipe 2. Donc, c'est une équipe qui n'est pas mature. Pour nous, pour la rendre efficace, il faut travailler pour prendre de l'expérience et devenir mature pour devenir efficace. Les bonnes équipes ont une maturité d'âge un peu plus élevée que la nôtre. Je pense que la nôtre pourra être prête d'ici 2-3 ans. Ouais, donc là, c'est encore en train, on va dire, de bosser le projet de jeu et grandir au fil des expériences, comme le font toutes les équipes. Et l'idée de garder aussi, d'essayer de garder un maximum de stabilité, ce qui est difficile aujourd'hui, avec les nouvelles générations où ça bouge beaucoup. C'est pas comme à notre époque, où on restait jouer X années dans le même club. Aujourd'hui, ça bouge beaucoup. On a envie d'avoir cette stabilité, donc on a envie que les joueurs restent chez nous et nous accompagnent dans la durée et se projettent avec nous dans le projet. Éviter un peu le mercenariat. Complètement. Donc aujourd'hui, nous, on n'est plus du tout là-dedans. On n'est pas du tout dans les salaires ou quoi que ce soit. Il n'y a plus rien à ce niveau-là. Donc du coup, on n'est pas là-dedans. Mais effectivement, je pense que venir jouer à l'AS Muret, il faut venir jouer pour autre chose que effectivement de l'argent. C'est pas du tout le cas. Et ça sera surtout le jeu qui sera mis en avant, les valeurs et la dynamique collective. Je pense que c'est comme ça qu'on prend plaisir à pratiquer. Dans tous les cas, moi, c'est comme ça que j'ai connu l'AS Muret, et c'est ces valeurs-là qu'il faut qu'on retrouve aussi. Si on prend un peu de hauteur, comment vous jugez la situation actuelle du football français en règle générale, et notamment dans la formation des jeunes ? Alors, je pense que dans la formation des jeunes, le football français a un peu d'avance, parce que
les centres de préformation, Castelmourou, Clairefontaine, tout ce qui a été mis en perspective sur ces centres fédérales, plus les centres de formation des clubs professionnels, permettent aujourd'hui de sortir quand même beaucoup de joueurs. Et on voit qu'en Europe, on fait partie du pays avec le Brésil où le plus de joueurs jouent en Ligue des Champions. Donc on arrive à sortir beaucoup de joueurs. Je pense qu'au niveau de l'élite, on est plutôt assez bien organisé. Et qu'on peut être encore en capacité de continuer à sortir des joueurs, et avec un championnat de Ligue 1 qui est financièrement démuni. Là, c'est compliqué, là. Ben, ça a un double... ça a au moins un avantage, c'est que ça nous oblige à sortir des jeunes et à lancer des jeunes. Oui. Et ce qui va nous permettre de continuer à amorcer la pompe aux jeunes. Parce que, effectivement, en faisant cela, on arrive à avoir des jeunes émergés, 16-17 ans. On voit, vous le disiez tout à l'heure, que y a des jeunes joueurs qui sortent très tôt aujourd'hui parce qu'ils sont formés tôt, ils sont bien préparés, mentalement, ils sont beaucoup plus sûrs d'eux que les générations d'avant. Et le modèle du football français, avec ce problème économique, nous permettra de continuer à sortir les joueurs. Par contre, moi je suis beaucoup plus critique sur le football de masse, que je vois décliner au fur et à mesure des années. Et là, j'ai eu l'avantage, pendant les dernières années, de suivre le football chez les jeunes. Et là, on a une grosse problématique de baisse de niveau chez les niveaux amateurs. Quand vous dites football de masse, c'est-à-dire ? C'est le football de masse, le football des jeunes. Je dirais que le football dans les clubs amateurs aujourd'hui... dans sa globalité. Dans sa globalité, le niveau baisse d'année en année. Et ça, c'est un vrai problème, parce que à force, le réservoir peut se tarir aussi. Et on a un vrai problème de formation à la base, notamment dans les clubs amateurs. Les enfants ne jouent plus dans la rue. Les enfants ne pratiquent plus. Ils sont sur les écrans. Aujourd'hui, les seuls qui développent ce sont les clubs. Et l'accueil dans les clubs, notamment dans le football, chez les petits, n'est pas toujours l'accueil que l'on pourrait donner à ces enfants-là, parce que les bénévoles restent des bénévoles, ils manquent en nombre aussi. Et les éducateurs formés pour la formation des tout-petits ne sont pas légion. Voilà. Donc, football français, plutôt bien sur l'élite, mais beaucoup moins bien sur le développement de la qualité de la masse. Qu'est-ce qui, selon vous, fait la qualité d'un bon joueur de foot ou d'un futur bon joueur de foot ? Alors, une fois, on a eu une réunion au centre de formation avec tous les responsables, tous les entraîneurs du centre, et une question a été posée de savoir quel critère numéro 1 qu'on mettrait en avant tous les entraîneurs dans le recrutement d'un joueur. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, il n'y en a pas un qui a parlé de football. C'est dans Personne n'a parlé de football. C'est l'état d'esprit. Ce qui est ressorti, c'était uniquement lié aux qualités mentales et à la personnalité du joueur. En fait, le joueur qui réussit, si on veut résumer la chose à ce qui est ressorti ce jour-là de cette réunion, c'est le joueur qui est autodéterminé tous les jours pour progresser, pour se développer. Qui aime le football, parce qu'il faut aimer le football, mais c'est surtout son autodétermination au projet tous les jours, sa capacité d'écoute et de retranscrire ce qui est demandé, sa capacité de travail qui va faire que le joueur va devenir professionnel. Donc quand on recrute quelqu'un déjà dès le plus jeune âge, c'est ce qu'on doit déjà regarder. Voilà. Est-ce qu'effectivement il possède ces qualités-là ? Et après, chez les plus jeunes, il y a un aspect important aussi, et ça vient en plus, c'est l'environnement. Il faut que le joueur soit bien entouré, bien encadré. Parce qu'il va traverser des étapes, il va falloir qu'il soit bien accompagné pour traverser ces étapes, ces épreuves. Mais on le voit dans les joueurs pros de... Alors, certains disent qu'on est pro de plus en plus jeune, je suis pas forcément d'accord avec ça, mais on voit par contre beaucoup de joueurs chez qui les agents sont les parents, les frères, les sœurs, qui sont pas faits pour ça et qui du coup sont mal encadrés, mal entourés. Je pense à Lamine Yamal, c'est encore à débattre, mais je le cite parce qu'on parle beaucoup de lui en ce moment. Mais quand on voit les cas comme Paul Pogba, qui s'est très mal fini, ou même les joueurs un peu plus anciens qui ont mal été dirigés, ou des Neymar, parce que c'est là qu'on voit que l'entourage a un énorme impact sur les jeunes. Est-ce que vous, dans le centre de formation, vous arrivez à faire comprendre cela aux jeunes ? Ou est-ce que du moins vous essayez de le faire comprendre ? Oui, ce sont des choses qu'on essaie de faire passer. Et effectivement, après, c'est les parents
ont la main là-dessus. Et nous, chez les plus jeunes, ce qui est important, c'est aussi le recrutement de la famille. C'est-à-dire que l'environnement, on sait que ça va être important, et quand on recrute quelqu'un, on recrute aussi la famille. Et on fait surtout comprendre aux parents, à travers les réunions, le rôle qu'ils doivent avoir dans l'accompagnement. Donc il y a toute une charte autour de ça, on l'a aussi à Muret ici. Mais c'est hyper important que le parent comprenne qu'il doit être dans son rôle, et quel est son rôle, de le définir, l'expliquer. Pourquoi c'est important qu'il soit dans ce rôle-là? Parce que dès que l'environnement sort du rôle qui lui est imparti, il y a dessus des problématiques, puisque l'enfant va se mettre en conflit avec ses entraîneurs, avec voilà, tout le staff qu'il va avoir autour. Et à ce moment-là, dès qu'il y a conflit, il n'y a plus de progression. Il n'y a plus d'écoute, il n'y a plus d'investissement, il n'y a plus de progression. Et nous, les joueurs qui réussissaient ou qui réussissent à Toulouse, c'est tous des joueurs qui ont un environnement qui est convergent. Voilà. Ou alors un environnement qui ne s'occupe que de l'éducatif et qui ne s'occupe pas du tout du football. On parlait de Bafodé tout à l'heure, Diakité. Bafodé, l'environnement, c'est sa maman, sa sœur. Quand il venait à un entretien, c'était est-ce qu'il se comporte bien? Est-ce que c'est un enfant poli? Est-ce que c'est un enfant... Voilà. Le football, ça ne les intéressait pas. Voilà. Et donc, on laisse aux entraîneurs leur travail, et la base éducative, on la travaille avec la famille. Et là, c'est très facile. Quelqu'un comme Bafodé, c'est l'exemple de ce que je disais. Très déterminé, très bosseur, toujours à l'écoute. Mais ça se ressentait sur le terrain. Moi, je sais que c'est un joueur que j'ai adoré regarder. On lui passe le bonjour s'il nous écoute à tout hasard. On peut lui passer. Ça ferait plaisir de l'avoir avec nous, d'ailleurs. Ah oui, extrêmement plaisir d'ailleurs. Mais c'est vrai que quand il était à Toulouse, ou même quand il était à Lille, j'adorais ce joueur, parce que c'était justement, du moins de ce que moi je voyais, un joueur qui ne se prenait pas pour quelqu'un qui n'était pas, et qui juste avait envie de bosser, quoi, et qui aimait le jeu. La petite discussion qu'on a eu sur les parents, ça fait penser à quelque chose, ceux qui parlent de projet Mbappé. Je sais pas si vous avez déjà entendu cette expression. Oui, les parents qui s'investissent autant, qui, je sais pas, dès l'âge de 6, 7, 8 ans, commencent sur les terrains à râler parce que leur fils sort, parce que ci, parce que ça. C'est vraiment très problématique. Est-ce que c'est vraiment très récent? Oui, ça s'est développé très fortement ces dernières années, mais ça existait il y a 10-15 ans, mais c'était beaucoup plus modéré. Aujourd'hui, effectivement, l'aspect pécuniaire, notamment, les attraits du football à travers l'argent et la réussite, aujourd'hui, provoquent des comportements extrêmement excessifs. Voilà, on a des enfants aujourd'hui, dès le plus jeune âge, qui font des séances d'entraînement en plus, qui s'entraînent tout seuls avec des préparateurs, voilà, avec une idée que cet enfant-là puisse devenir maître professionnel. Or, on sait très bien que pour arriver au très haut niveau, ne serait-ce que pour rentrer dans un centre de préformation, je ne parle même pas d'un centre de formation, c'est extrêmement compliqué. Déjà, juste un petit chiffre, sur le centre de préformation de Castelmourou, 9000 candidats, 16 élus. Voilà, donc ça permet de remettre un peu l'église au centre du village. Au TFC, en préformation, on rentre 14 à 15 joueurs. C'est des joueurs qui sont triés sur le volet à partir de 8 ans, 7 ans, et qui travaillent pour rentrer dans ces 14-15-là. Préformation, c'est quel âge? Préformation, c'est 4e, 3e, c'est 14-15. Et pour résumer la chose, nous, au TFC, on avait 7-8 joueurs qui rentraient au centre, c'était énorme. En France, c'est 3, 4, 2 maximum. Donc ça veut dire que sur allez, quand on prend Castelmourou, sur ces 15-16 joueurs sur 9000, s'il y en a 5-6 qui sont pros, ou qui rentrent en centre de formation déjà, c'est déjà beaucoup. Et qui sont pros, il y en a peut-être 2-3 qui vont l'être. Voilà, donc tout ça pour montrer que on ne peut pas spéculer sur une réussite comme ça. On peut juste essayer de donner à son enfant les moyens d'être au bon endroit au bon moment pour se développer, mais seuls les experts, les entraîneurs, pourront définir si l'enfant a le profil pour rentrer dans une structure comme ça. Profil footballistique, mais aussi psychologique. Voilà, et ça, je pense que des gens comme nous, qui ont travaillé dans ce milieu pendant des années, on a cette chance de posséder un peu cette expertise-là, de savoir un petit peu si le niveau... voilà. À Muret, on est partenaire du TFC, dès qu'on a un joueur dont on pense qu'il a le profil pour rentrer, on l'envoie laisser là-bas, à l'entraînement. Voilà, mais il faut qu'il puisse avoir été identifié comme ayant ses prérequis. De toute façon, dans tous les cas, le plus important, que ce soit au niveau pro ou amateur ou à n'importe quel âge, le plus important, je pense que c'est d'aimer le foot. D'aimer ce qu'on fait et ne pas forcer l'enfant à jouer parce qu'on veut que son enfant perce dans le foot grâce à ça. C'est le meilleur moyen pour lui mettre de la pression. Et aujourd'hui, on a vu un joueur de chez nous, là, de Muret, qui a déménagé à Monaco à l'intersaison. Je pense que ce sont des enfants qui vont être dans la difficulté.
avec beaucoup de pression, quand on déménage une famille pour le football, quand on a 11 ou 12 ans, c'est très difficile de pouvoir supporter cette pression. L'enfant a été même si recruté? Oui, il a été recruté par l'AS Monaco à l'intersaison de l'AS Muret. Quelqu'un qui était laissé au TFC, qu'on avait envoyé. Voilà. Mais je trouve que c'est très difficile pour un enfant de pouvoir subir cette pression-là et de pouvoir se mettre en situation de réussir, même s'il a des qualités. C'est un garçon qui est adorable et qui je souhaite de réussir, mais je sais que ça sera très difficile parce qu'on a besoin d'être accompagné de façon sereine quand on fait du football de haut niveau par un environnement très stable et qui n'est pas là pour vous pousser à la réussite, mais pour vous accompagner dans un projet. Voilà, Mais déjà que c'est un milieu très difficile, comme vous disiez, sur le nombre de gens qui réussissent, au final, il y en a combien qui échouent. Et en plus, je me dis que quand on est un enfant ou un adolescent et qu'on est dans le développement psychologique, ça va être vachement compliqué et perturbateur de changer de lieu de vie comme ça aussi souvent, d'avoir ce truc-là de pression, de jeu, de vouloir derrière gagner des sous, tout ça. Pour le développement de l'enfant ou de l'adolescent, ça doit vraiment être particulier, je pense. C'est très difficile. Effectivement, c'est très difficile. Et c'est pour ça que, on en parlait tout à l'heure, mais il y a deux choses qui sont importantes, c'est l'environnement, mais aussi la proximité. Si on sort des Toulousains aujourd'hui, c'est aussi parce qu'ils ont la famille à côté. Et c'est un élément très important. Beaucoup de joueurs sont partis à Montpellier, par exemple. Pas de réussite. Le taux de réussite n'est pas bon. Pourquoi? Pas parce que c'est des mauvais joueurs, pas parce que Montpellier travaille mal, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais parce que c'est dur. Déjà, quand on est à 2h30 de Toulouse, de vivre un centre de formation. On a besoin d'être accompagné. C'est un quotidien qui demande un accompagnement de la part de ses proches. Voilà. Ça reste des enfants. Pas oublier que ce sont des enfants qui sont dans des milieux d'élite, mais qui sont des enfants et qu'il faut accompagner comme tels. Oui, je pense que derrière un enfant mal accompagné, quand il devient adulte, ça peut se retranscrire par des comportements, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain, limite enfantin, quoi. Bien sûr. Pas forcément mature. Bien sûr. Alors, si on veut suivre le club de l'AS Muret, comment faire? Est-ce que vous avez un site internet, un Instagram, des réseaux sociaux Oui, on a des réseaux sociaux, on a Insta, on a un Facebook, on a un site qu'on doit réactualiser là, qui est pas toujours actualisé, mais sur Insta, sur Facebook, Je mettrai les... on produit chaque semaine de la com sur le club parce que c'est important. Et puis moi, je suis d'une certaine génération, mais les générations d'aujourd'hui sont marquées par ces réseaux sociaux. Je vous confirme, c'est important. Ouais. Voilà, puis après, on essaie, déjà, on est très content d'avoir été invité aujourd'hui par Radio Axe Sud. C'est vraiment un plaisir de venir avec vous. Et puis aussi, à travers la Dépêche du Midi, aussi, qui fait un suivi régulier de nos activités. On essaie de communiquer le plus possible sur notre projet, mais voilà, on a envie de vraiment montrer qu'aujourd'hui à l'AS Muret, c'est un club qui va bien vivre autour de savoir-être et avec des vrais objectifs de développement des enfants. Et on essaiera toujours de les amener le plus haut possible dans le projet du club, en faisant en sorte qu'ils puissent prendre plaisir à la pratique. Je pense que tu le disais tout à l'heure, le fait d'aimer le football, de prendre plaisir à jouer, mais aussi dans notre projet de jeu, c'est de jouer ensemble, défendre ensemble, attaquer ensemble, avoir une vraie notion de partage et de projet collectif, parce que le football est magique quand il est pratiqué comme ça. Et ces valeurs-là, on va les défendre, et on est tout un groupe d'éducateurs, un groupe de dirigeants qui ont envie de porter Muret vers l'avant. Et franchement, dans tous les cas, moi, depuis mon retour, je prends énormément de plaisir à le faire. Et c'est le principal. Je vous souhaite vraiment, à vous comme au club, toute la réussite que vous méritez. Et que j'espère que le projet va aboutir à cette montée à N3 et peut-être plus si jamais. Merci beaucoup Pascal pour cet échange passionnant. Je suis vraiment ravi, nous sommes vraiment ravis, la radio, de vous avoir reçu pour parler football avec vous. Ce fut vraiment un réel plaisir et très instructif pour ma part, et j'espère que nos auditeurs et auditrices ont pris autant de plaisir à nous écouter. C'était la Gib dans La Passe D sur Radio Axe Sud. Merci de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, un corps qui bouge, c'est un esprit qui respire. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de La Passe D. Si tu as apprécié la vidéo, pense à la liker, à la partager autour de toi et à t'abonner à la chaîne YouTube. Ça me soutiendrait énormément. On se donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle passe décisive.